Bonjour et bienvenue. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Krassimira et je suis hypnothérapeute. Je profite de mes réflexions quotidiennes afin de les partager, d'ouvrir des points de réflexion qui peuvent apporter peut-être individuellement énormément sur la compréhension du soi, du moi. Alors je m'inspire toujours de ce qui m'entoure au quotidien. Je m'inspire des personnes que je côtoie, des questions que l'on peut me poser. Et souvent d'ailleurs, je commence par me poser des questions sur les autres et je les retourne ensuite sur moi, sur ma personne, afin de comprendre aussi comment cela a pu m'impacter, m'impacte, ou pourrait m'impacter. Ces dernières semaines, j'ai longuement médité sur la notion de se retrouver seul avec soi-même. Alors restez bien jusqu'à la fin de ce podcast qui ne dure qu'une trentaine de minutes, car au-delà d'une simple réflexion, je souhaite également partager 3 étapes concrètes pour se libérer du mental qui peut être trop envahissant et omniprésent, surtout aujourd'hui. Alors dans le cadre des ateliers de relaxation que l'on anime avec ma consoeur Sadio, nous prenons toujours plaisir à échanger avec les participants en fin de session. Et ce qui revient très souvent, notamment lors du premier atelier, celui de la découverte, c'est une certaine appréhension face au silence, face à l'inconnu, face au calme, face au fait de devoir rester immobile sans rien faire. On ne sait pas faire ça. À cette confrontation avec soi-même et ses pensées. Cela peut sembler étonnant d'avoir peur de se retrouver seul avec soi, d'appréhender le silence qui pourtant pourrait nous permettre de mieux nous entendre, de mieux nous comprendre. Et du coup, en poussant cette réflexion, je me rends tout de même compte, que ce soit autour de moi, mes amis, mes proches ou moi-même, j'ai été confrontée à des périodes de ma vie où je me vois encore allumer la radio ou la télé pour avoir un fond sonore, un bruit pour ne pas avoir cette sensation d'être seul, d'avoir ce besoin d'avoir comme une présence. Et je pense que l'on est nombreux à avoir fait ça au moins une fois au cours de notre vie. Et si c'était ça au fond, ce qui nous empêche totalement d'être libres. Et si la liberté consistait à reprendre le contrôle de notre mental et à ne plus en être l'esclave, mais en devenir le maître. Parce qu'à la base, c'est ça l'équilibre. Alors pour mieux appréhender ce cheminement, il me fallait revenir quelques années en arrière. Car aujourd'hui, je suis habituée au silence, à la relaxation. Je suis habituée au fait d'être seule avec moi-même, avec mes pensées, avec mes émotions. Je n'ai pas peur de mes émotions. J'ai aujourd'hui cette habitude-là. Du coup, c'est normal, c'est devenu mon métier, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, c'est devenu pour moi une habitude, une routine. Il était important du coup pour moi de me rappeler les débuts de cette redécouverte. Du coup, lors d'une de mes méditations, je me suis replongée dans ma toute première séance de relaxation d'auto-hypnose. Et ce qui me frappe encore à cet instant, c'est le souvenir de mon enthousiasme, de mon excitation, de découvrir quelque chose que je pensais nouveau, quelque chose qui serait la clé de mon bien-être, la clé de ma paix. Et du coup, j'ai encore en mémoire l'effort incroyable que je devais fournir pour essayer de suivre ma première séance de relaxation guidée. Vraiment. Tout en essayant de ne plus penser à mes courses, à mon linge, à tout ce que j'avais à faire. Et je m'entends encore dire vivement que ça se termine, j'en peux plus, j'ai envie de me lever, j'ai envie de faire ça, 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 ça. J'avais l'impression de perdre mon temps. Mon mental, à ce moment-là, ne me laissait aucun répit. Bien au contraire, il me surchargeait d'informations et du coup de stress, mais complètement inutile. C'est là où je réalise vraiment qu'à un moment donné de notre vie, on est contrôlé par ce mental, par ce surplein d'excitation, d'informations, et qu'on n'arrive plus à le contrôler, à le faire taire.
Et cette première expérience, du coup, m'avait demandé un effort mais considérable. Il m'a semblé important, avec le recul, d'approfondir ma réflexion pour comprendre pourquoi cela avait été si difficile à l'époque et surtout pourquoi ce phénomène est souvent rencontré par nos nouveaux adhérents, par toutes les personnes qui vont euh, devoir apprendre à se connaître, à finalement faire les choses les plus simples du monde, être à son écoute, savoir comment ils vont. Parce que souvent, quand on demande à quelqu'un comment tu vas, c'est pas trop. Il s'est pas posé la question encore. Du coup, c'est bien connu. Le mental n'aime pas le silence. Ok, mais pourquoi? Pour le comprendre, j'ai choisi de me concentrer sur la fonction même du mental, la fonction principale du mental, sur son rôle et sur son utilité. Alors le mental est en effet conçu pour résoudre des problèmes, analyser des situations, trouver des solutions. Donc, par conséquent, il fait tout pour combler le vide, le calme et le silence en générant des pensées, des souvenirs, des analyses, des réflexions, même si elles sont complètement inutiles à ce moment-là. Il ne va pas faire le tri de l'utile et l'inutile, il va juste penser à combler ce silence-là, ce vide-là. Il va chercher à nous occuper tout le temps, en permanence, et de plus en plus. En plus, ce cher mental, il a un petit peu peur de l'inconnu. Tiens, on a déjà vu ça dans un podcast. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, n'hésitez pas, il est en ligne également sur mon site internet. Alors, le silence intérieur représente pour lui du coup un danger. Le danger de faire ressurgir des émotions enfouies ou cachées. Du coup, il va faire quoi? Il va détourner l'attention plutôt que de prendre le risque d'affronter ce qui pourrait submerger. Donc, on va fuir. Pour fuir, on va faire un petit peu l'autruche. Et avec le temps, j'ai réalisé que le mental était aussi étroitement lié avec un autre concept duquel on a déjà parlé dans les podcasts, c'est l'ego. Cet aspect de nous-mêmes qui cherche à affirmer son identité, son appartenance et son importance à travers nos pensées. C'est ici que le silence devient une menace pour cette construction mentale de l'identité. Et pourquoi? Car il va inviter à calmer le mental, à le faire taire, afin d'accéder à quelque chose de très important, à une forme de conscience beaucoup plus profonde, plus réelle, plus enracinée. Et oui, le mental, c'est ça et plus encore. C'est toutes les informations, toutes les connaissances, les croyances, les peurs, les attitudes que nous avons appris, compris, réfléchi, apprivoisé. Il constitue en quelque sorte une somme de tout ce qui nous a influencé depuis notre enfance, de tout ce qui nous a construit depuis notre enfance. Le silence, quant à lui, représente une des clés essentielles pour aller au-delà de cette structure mentale. Il permet de se reconnecter à son essence véritable, à son âme, à ses ressentis, à ses émotions et à la paix intérieure, cette paix que tout le monde recherche. Elle est là en fait. Du coup, ce silence, il ouvre la voie à l'alignement avec le moment présent et à une redécouverte de qui je suis vraiment, plutôt que de qui je devrais être aux yeux des autres. Et là est toute la nuance, toute la différence. Il faut qu'on apprenne à se voir à travers nos yeux et pas à travers les yeux des autres. Et toute la perception de nous-mêmes change. Mais cette reconnexion, elle nécessite de la patience et de la persévérance.
Et ça, on n'est pas trop doué pour ça. De nature, on n'est pas très patient ni persévérant. On a besoin d'apprendre, ou plutôt de réapprendre. Réapprendre ce que nous avons désappris. Et pour cela, il est souvent nécessaire de déconstruire ce que nous avons appris. Et oui, réapprendre ce que nous avons désappris. Cela demande de désapprendre ce que nous avons appris. Et là, c'est là toute la subtilité de l'évolution et de la compréhension de tout ce qui se passe et du pourquoi aujourd'hui on cherche à se reconnecter à soi. Pourquoi aujourd'hui dans nos sociétés on se sent en déconnexion avec qui on est. C'est parce qu'on a oublié de l'apprendre, on l'a désappris, on l'a oublié. Dès la naissance, nous sommes naturellement portés à nous faire confiance, à écouter nos besoins, entendre notre instinct, à nous connecter à nos émotions, à nous connecter aux émotions des autres et à communiquer avec ces émotions-là. Évidemment, le mental est quasi inexistant. Mais très tôt, on nous apprend à ne plus nous fier à cette sagesse innée, à ne plus nous faire confiance. On nous inculque et nous inculquons aux autres les doutes, les peurs limitantes. On s'éloigne de notre instinct car on ne lui fait plus du tout confiance. Le mental essaye de trouver des petites parades pour ne plus qu'on s'écoute. Oui, mais. On est conditionné à ne plus écouter notre propre corps. Vous allez me donner raison. Nous ne mangeons plus simplement quand nous avons faim, mais selon les horaires dictés par la société dans laquelle nous vivons. Alors selon tel ou tel pays, les horaires de repas ne seront pas les mêmes. Donc nous ne respectons plus les rythmes naturels du corps, comme le besoin en eau de manger, au moment où on a besoin de manger, comme le besoin de ralentir ou d'hiberner en hiver. Ben oui, comme les animaux, on doit hiberner l'hiver. Nous ne dormons pas forcément quand la fatigue se fait sentir et sommes obligés de mettre un réveil le matin, pour ceux qui aiment bien dormir. Donc vous voyez, on n'écoute pas les besoins de notre corps. On suit un système d'horaire fictif, quelque chose qui n'existe pas, qui était inventé, imaginé, créé de toutes pièces pour mettre en place une société pas forcément qui tourne, de consommation, de travail. Et donc, on suit ce rythme fictif au dépit des besoins physiologiques. Donc, je ne vais plus respecter mon corps, je ne vais plus respecter les messages qu'il m'envoie, je ne vais plus les écouter. Je me déconnecte de mon corps. Je me déconnecte de moi. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre que nous avons appris à ne plus nous écouter du tout. Donc nous avons désappris qui nous sommes de naissance. Dans un monde idéal, on mange quand on a faim, en quantité raisonnée. On dort quand on ressent le besoin. On se lève quand on a assez dormi. On s'écoute. Du coup, on voit que petit à petit, plus le temps passe, plus on apprend des choses, plus le mental, il n'est plus encadré. Il prend une place primordiale, alors que sa place ne devrait être que secondaire. Alors, est-ce bien ou mal? Ce n'est absolument pas la question de cette réflexion, mais plutôt de réaliser qu'en prenant une place trop importante, son mental bride le bien-être et met en place un épuisement psychique et du coup physique. Il met en place des états comme la dépression. Et c'est ça qui est important. Parce que vous allez voir, à chaque fois que vous allez vous allonger, les personnes qui souffrent d'insomnie, elles vont penser tout le temps, le mental il va être là, il ne va pas se taire. Il va leur faire penser à une facture qu'ils n'ont pas payée il y a 4 ans. Il va leur faire penser à des choses complètement
obsolète, fluette, mais ça va devenir angoissant. Ça va devenir source de stress, d'anxiété. Et ce mental, bah, il n'arrêtera pas de s'affoler de plus en plus chaque jour. La clé dans tout, le secret dans tout, et je l'ai déjà dit, c'est l'équilibre. C'est le juste milieu. Mais le problème, c'est que cet équilibre, bah, c'est pas le même selon moi, selon vous. Mon équilibre personnel sera pas le même que l'équilibre émotionnel de quelqu'un d'autre. D'accord? Sinon, ça serait trop facile. Ça nous demande quand même un travail. On ne peut pas acheter sa paix intérieure. On ne peut pas rester sur son canapé, prendre son téléphone et commander sa paix intérieure, son bonheur. C'est comme tout, ça va demander du travail. Et aujourd'hui, on est tellement fatigués, je pense tous, que c'est pas la priorité. Cependant, si on ne fait pas de place à l'intérieur de nous, on ne peut plus rien accueillir de ce qui va se présenter. Alors, je vais vous épargner évidemment les informations qui peuvent être beaucoup trop denses ou qui ouvrent les portes d'autres réflexions. Mais je vous conseille vraiment de regarder le fonctionnement, par exemple, des écoles au Danemark. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, il y en a énormément plus. Mais eux, ils donnent des cours de relaxation, de compréhension des émotions et même d'empathie. Parce qu'ils ont compris, il y a certains pays qui ont vraiment compris l'importance de se reconnecter à soi, de réapprendre ce qu'on nous a fait oublier. Et les études montrent forcément que ces jeunes adultes et ces pays-là, on trouve moins de dépression, moins d'obésité, moins de burn-out, et ainsi de suite. Une meilleure qualité de vie. Du coup, avec tout ce remue-ménage et cette agitation physique et mentale qui régit pas toutes nos journées, c'est normal d'éprouver une certaine difficulté à se détendre. Allez, détendez-vous aujourd'hui. Ben, je ne sais pas comment faire. Ben oui. Ce n'est pas le sujet que l'on maîtrise le plus, car c'est celui qu'on ne nous a pas appris. On nous a toujours dit de courir partout, de faire ci, de faire ça, d'être parlé par ça. On ne nous a pas appris à ne rien faire. On ne nous a pas appris à nous écouter. Non, c'est égoïste. Et on ne nous a pas appris à canaliser ce mental et à le faire taire quand on le souhaite. Parce que normalement, c'est nous qui devons diriger le mental. Il ne doit pas être maître de nous. Et comme tout, bah, cela va demander un entraînement, un apprentissage. On va se laisser le temps avec bienveillance, sans se mettre de pression. Sinon, ça serait complètement contre-productif d'ailleurs pour nous. Et on va pratiquer de manière assez régulière. Et puis, miracle, un jour, on y arrive. Et on y arrive tellement bien que les effets bénéfiques nous surprennent et nous montrent leur importance sur le bien-être psychique et physique. Et du coup, progressivement, on arrive naturellement à se mettre dans ces états de relaxation, ces états de conscience modifiés, rien qu'en inspirant une fois. Et ça, c'est la force de l'habitude. L'automatisme que le cerveau va ancrer avec la répétition. On voit encore ici l'importance, je dis bien l'importance de la répétition, de la régularité et du respect de soi. On aura une démarche positive pour nous. Alors comme pour le sport, en commençant douceur, on ne va pas tout de suite faire un marathon parce qu'on va être dégoûté, fatigué, on va être face à l'échec, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. On va plutôt s'instaurer une régularité accessible facilement pour nous et on va s'y tenir. Et puis cela va s'ancrer en nous et va devenir une habitude. Ça va devenir de plus en plus facile jour après jour. Du coup, nous avons vu ensemble que ce mental qui prend beaucoup trop de place et que l'on n'arrive plus du tout à maîtriser, à faire taire, on a compris pourquoi il prenait trop de place. On a réalisé qu'avec notre développement, on n'a pas du tout appris à le maîtriser, à le
comprendre, à le connaître. Et de ce fait, aujourd'hui, on se voit dans l'obligation de réapprendre tout à partir du début. Ainsi, je vais vous partager aujourd'hui que le but, c'est de faire quelque chose de quand même simple à comprendre, mais qui va vous permettre de vous poser des questions qui vont vous mener quelque part. Mais ce travail-là, c'est à vous de le faire, parce qu'on est tous différents. Moi, je fonctionne d'une certaine manière, vous fonctionnez d'une autre manière. Je vais vous partager du coup 3 étapes clés qui permettent de faire progressivement le mental, de comprendre un petit peu ce fonctionnement. En premier, j'ai choisi de vous parler du silence. Oh, le silence. Aujourd'hui, on manque de silence. Et c'est moi qui dis ça, je suis une vraie pipette. Mais grâce à des séances de sophrologie ou d'hypnose guidée, on peut apprendre progressivement à faire de la place en nous au silence. Apprendre à le faire taire, ce mental. On apprend à calmer le corps, à relâcher les muscles. On détend le système nerveux et on s'ancre dans le moment présent. Alors les bienfaits pour le corps, ils sont visibles tout de suite. On les ressent immédiatement. On se sent beaucoup plus apaisé, plus connecté à ses ressentis physiques et émotionnels. On réapprend à entendre notre corps. On entend les battements de notre cœur. On entend notre ventre, notre respiration. On est conscient de nos besoins. Et du coup, grâce à ce silence, on va se reconnecter à soi. Et ça, c'est le deuxième point, se reconnecter à soi. On arrête de fuir sa propre compagnie. On réapprend à s'estimer et à s'aimer. Alors souvent, on fuit la solitude. On aime être entouré, avoir énormément de bruit autour de soi. On en parlait tout à l'heure avec la télé qu'on va allumer. Alors combien de personnes justement allument la télé juste pour avoir ce fond sonore, par exemple? Mais prendre le temps de se demander ce qui nous oppresse dans ce silence, ce qui nous inquiète, ou pourquoi ne pas profiter tout simplement de notre propre compagnie, de nos pensées, de nos émotions, de nos ressentis, plutôt que de prendre en compte que ceux des autres, donner l'énergie aux émotions des autres, donner notre énergie aux ressentis des autres. Pourquoi cette énergie, on ne se la donne pas? Et ça, c'est des questions qu'on doit être en capacité de se poser, d'accueillir les réponses qui vont venir. Je pense sincèrement qu'on doit être une bonne compagnie pour soi-même si on veut être une bonne compagnie pour les autres. Parce que tout commence par soi. Tout commence par nous-mêmes. On est les acteurs principaux de nos propres vies. On ne peut jamais laisser porter la responsabilité de quelque chose, de notre frustration, de notre colère, de notre amour, de nos sentiments d'échec ou de réussite à quelqu'un d'autre. Ça doit reposer, ça doit commencer par nous. On va devoir reprendre le contrôle de sa vie, des choix qu'on fait. Parce qu'on choisit de qui on s'entoure. On choisit tout ce qui se passe, qui est de notre volonté, bien sûr. On ne parle pas du tout de ce qu'on peut subir venant d'autrui. Là, je parle de nos choix, de nos décisions. Donc, on va être à l'écoute de notre corps, de nos besoins, de nos envies. On va les comprendre. On va se reposer, du coup, psychologiquement et physiquement. Ce silence va nous permettre de nous rencontrer, de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous reposer. Et ensuite, en se reconnectant à soi, on profite de ce moment de silence et de solitude pour se poser les bonnes questions. N'hésitez pas à vous parler. N'hésitez pas à vous poser des questions. On me demande toujours, mais comment je me reconnecte à moi? En se parlant. Passez par l'auto-écriture. Écrivez les questions. Comment je vais aujourd'hui? Comment je me sens? Est-ce que j'ai passé une bonne journée? Pourquoi j'ai été contrariée à ce moment-là? Pourquoi mon cœur s'est mis à battre quand cette personne-là est passée? Pourquoi j'ai rougi à cet instant? Ainsi de suite. On va se poser des questions pour essayer de trouver les réponses. Et pour ça, il faut qu'on s'écoute.
Et en 3, ça va nous permettre d'apprendre à canaliser. Canaliser quoi? Canaliser tout d'abord notre vase émotionnel. Vous avez fait déjà aussi un podcast dessus, le vase émotionnel. C'est tout ce qu'on va accueillir à l'intérieur de nous. Les émotions des autres, nos émotions. Les agressions des autres, nos propres agressions, nos peurs limitantes, nos doutes. Tout ce qu'on vit. En fait, au quotidien, ça se remplit, on se remplit d'énergie, on se remplit de questionnements, on se remplit de plein de choses. Et au bout d'un moment, comme on ne sait pas vider ce vase-là, ça déborde, ça dégouline, il y en a partout, c'est une catastrophe. Ça sort de la pire des manières. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est réapprendre à vider ce vase émotionnel. On va, dans ce temps de silence, pouvoir se décharger du trop perçu. Et qu'est-ce qui se passe quand on sort un petit peu tout ce qu'on a trop perçu? Ça nous laisse de la place pour nouveau accueillir ce qui va se présenter demain, après-demain, et ainsi de suite. Ensuite, canaliser ces émotions en les ramenant au ressenti physique, au moment présent, en apprenant à les accompagner, en prenant du recul, en les écoutant. On ne doit pas les faire taire. C'est là aussi toute la nuance. On n'étouffe pas nos sentiments, nos émotions. On ne les fait pas taire, on les accompagne. On les entend, on les comprend et on les accompagne. Et avec le temps, on apprend aussi, du coup, à être moins impulsif dans nos réactions face aux émotions des autres. Parce qu'on sera moins impulsif et plus dans le contrôle de nos propres réactions. Vous voyez cette nuance? Et finalement, je me suis dit que courir après le temps nous évite de passer à l'action et d'instaurer du temps pour le silence. Parce que cela nous fait peur. On a peur de nous-mêmes, on a peur de nos propres émotions, on a peur de tout ce que l'on pourrait découvrir de nous et qui pourrait peut-être pas nous plaire, ce qui pourrait en sortir. Et puis parfois, on a aussi un peu la flemme. Oui, parce que ça demande un peu d'investigation. Et après une journée de travail, on a envie de se regarder un film, de scroller sur son téléphone, de voir une série, de se vider la tête. On n'a pas envie encore de retravailler sur soi. On est fatigué. D'ailleurs, je reviens sur le fait de scroller. On a toujours cette habitude de se comparer aux autres. Et j'aime beaucoup dire que ça, c'est la pire chose qu'on peut faire. On ne peut pas se comparer à qui que ce soit parce qu'on est tous des gouttes d'eau différentes. Sincèrement. C'est comme si un poisson se compare à un chat. Très compliqué. En effet, ils n'ont pas les mêmes capacités ni les mêmes compétences. Donc aussi éviter de se rabaisser autant, de se frustrer autant en se comparant tout le temps aux autres. C'est vraiment contre-productif pour tout le monde. Et du coup, je vous disais, le fait d'être fatigué, de ne pas vouloir mettre en place des choses, une nouvelle hygiène de vie, un nouveau rythme de vie, c'est aussi contre-productif parce qu'au final, le stress, il reste, la fatigue, l'agacement. Le lendemain, on repart, on est énervé, le vase, il n'est pas vidé. On rentre, on est fatigué, on scrolle, on regarde la télé, on se met un film. Et du coup, en fait, ça fait un petit cercle vicieux duquel on ne peut pas sortir. Et puis le vase, là, il déborde tous les jours, dans tous les sens. Donc c'est important quand même lorsqu'on a le déclic, il faut vraiment avoir ce déclic-là. Lorsqu'on a ce déclic-là, de s'y accrocher et d'aller au bout de ce qu'on peut découvrir sur soi, d'apprendre à vider ce vase émotionnel, de faire de la place en soi, avec bienveillance et de se rencontrer. Alors j'espère que cette réflexion vous apportera des réponses aux questionnements que vous vous posez, ou alors elle vous permettra de vous poser les bonnes questions. Et dans tous les cas, je reste à votre disposition si vous en éprouvez le besoin. Et vous pouvez également prendre directement vos rendez-vous en ligne sur mon site internet www.krasimira-du6bartier.fr. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt.